Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde. Alors voilà, on est, je sais plus, entre l'accès aux équipements sportifs, alors je sais plus quel est le thème de celle qui vient après. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous allons parler de l'action sociale dans le projet municipal, un investissement gagnant. Alors vous avez vu, on a posé une question, on espère pouvoir mettre un point d'exclamation peut-être à la fin, on verra à la faveur de nos échanges. Les habitants de vos villes, je dis vos parce qu'on est principalement des élus évidemment ici, attendent du service public en général et des services publics de leur ville en particulier, qu'ils soient efficients, qu'ils répondent à leurs attentes, à leurs besoins les plus divers, qui s'expriment de manière très diverse. Ce besoin d'interlocuteurs de proximité, presque d'incarnation du service public, réinterroge les possibilités, les capacités, les marges de manœuvre des élus locaux, précisément pour répondre à ces besoins de manière à la fois collective, quand on est élu local, et de manière individualisée. Et ce, a fortiori pour les personnes en difficulté, il s'agit presque d'agir pour tous en particulier, hein, c'était à un moment une devise de l'UNCAS, et donc agir pour tous en particulier en direction des publics les plus vulnérables, les plus en difficulté, puisqu'on parle ici d'action sociale, une action qui doit s'adresser à tous, mais évidemment qui vise en particulier les plus fragiles, dans une logique de lien social et ou pour poursuivre d'autres objectifs, hein, peut-être que ça sera aussi un sujet qu'on abordera. À l'heure de la contrainte budgétaire, ça veut dire quoi ? Investir dans le social, en quoi le social irrigue les autres politiques municipales, et puis investir, il y a évidemment une question de temporalité. Quand on investit, on attend un retour sur investissement. Est-ce que c'est possible de parler de retour sur investissement dans le social ? Donc on voit, est-ce que c'est un terme approprié ? Je vois déjà des têtes là qui opinent. Donc pour en parler, je suis très heureuse d'accueillir. Alors je commence tout de suite à ma gauche par Mathilde Roy, maire adjointe d'Amiens. Mathieu Angotti, tu es inspecteur général des affaires sociales et Bonjour alors tu as plein d'autres casquettes aussi, mais aujourd'hui tu interviens au titre de l'IGAS. Et puis Christelle Cerisier-Philippe, donc là on part sur Deauville, maire adjointe de Deauville, et puis vous avez d'autres casquettes, on y reviendra aussi. On a un temps qui est compté, on va essayer de tenir la corde sur ce vaste sujet là, jusqu'à 15h15. Mathieu, je vois que tu causes, mais tu vas pouvoir causer directement dans ton micro. L'IGAS a publié un rapport très récemment, je crois que c'était en mars dernier, intitulé « Les initiatives des villes en matière d'action sociale ». Alors là, on est en plein dans le sujet. Alors pour l'IGAS, en même temps, voilà, c'est évidemment le cœur du réacteur. Et alors vous parlez dans ce rapport de plasticité et de richesse du bloc communal. D'ailleurs, je crois que vous allez évoquer ce rapport, ou en tout cas, ça fait partie des choses que vous allez évoquer dans une manifestation. Je fais un petit peu de pub, le 4 décembre prochain, tu pourras y revenir le cas échéant au ministère des Solidarités. Et alors, dans ce rapport, pour l'avoir parcouru un petit peu, vous dites, au-delà de la question financière, parce que quand on parle d'investissement, on pense aussi à la question financière, c'est la capacité du bloc communal à nouer des partenariats qui est déterminante pour conduire des politiques sociales adaptées. Alors on a tous en tête, effectivement, en plus en projet en plein dans les lois de finances, la question financière, mais apparemment c'est pas forcément la question financière qui prime pour vraiment avoir des politiques sociales adaptées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bonjour. La question financière, on ne peut pas l'évacuer. Elle est là, elle est omniprésente et elle est évidemment essentielle. Ce qu'on a remarqué à l'écoute des élus et des agents sur les territoires, c'est que, de facto, il y a un effet de ciseau auquel font face les collectivités. C'est-à-dire que les besoins sanitaires et sociaux augmentent et se complexifient. Ce n'est pas juste quantitatif, c'est que d'un point de vue qualitatif, les besoins sont de plus en plus spécifiques, précis, que ce soit sur les questions de santé mentale, toutes les questions des différents âges de la vie. Tout ça se complexifie et une commune seule, surtout de petite taille, ne peut pas imaginer avoir tout le spectre des compétences. C'est impossible, ce serait une chimère et donc l'idée d'un guichet unique qui fasse tout est impossible. L'idée que chacun fasse un tout petit bout de truc dans son coin, on aboutit au millefeuille dont on parle souvent et qui est impossible. Et donc finalement, la seule solution réaliste, c'est de faire équipe en fait, c'est de faire réseau, c'est de nouer des partenariats. Sauf que ça ne s'improvise pas, ça exige des compétences, des savoir-faire et donc potentiellement des formations pour les élus, les agents, etc. C'est ça qu'on a constaté. Et donc on est un petit peu justement sur ce temps long, parce que de nouer des partenariats, comme tu le dis, ça prend du temps.
a fortiori sur un territoire avec des échelles qui ne sont pas forcément uniquement à l'échelle communale. Et donc concrètement, pour nouer ces partenariats, au regard des initiatives que vous avez étudiées dans le rapport, les leviers justement pour essayer de conforter ces dynamiques-là, ces complémentarités qui prennent du temps. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, le partenariat, la coopération, elle se passe entre êtres humains. Elle ne se passe pas entre intelligence artificielle, elle ne se passe pas même par réseaux sociaux, par mail. Elle se passe quand on se voit, quand on se... Je savais pas, voilà, on est ensemble, quoi. Et donc, il faut à la fois de la technicité, de construction, ce qu'on appelle le mode projet, la capacité à construire des projets complexes, mais il faut du temps consacré au fait de se voir, de discuter ensemble. Je prends un exemple qui nous a frappé pendant cette mission, c'est l'émergence ici ou là de cellules qui étudient des cas complexes dans différents domaines. Typiquement, une cellule qui va toutes les 6 semaines passer en revue avec autour de la table la ville, le conseil départemental, les associations, des cas de jeunes majeurs en errant sur le territoire, des cas de mineurs en situation de prostitution. Je prends des cas très complexes, mais ça peut être des cas de personnes âgées en situation d'isolement absolu. Et en fait, on prend des cas réels et toutes les 4, 6, 8 semaines, on se retrouve tous et on traite un cas, 2 cas, 3 cas, 10 cas. Et en fait, non seulement ça crée des solutions pour ces cas très spécifiques, et évidemment, ça génère de la coopération entre êtres humains et une capacité à travailler ensemble qui peut ensuite déboucher sur des projets beaucoup plus vastes au-delà des cas individuels. Alors vraiment la coopération entre humains, parce que quand on parle de social, on est vraiment sur cette dimension-là. On reviendra peut-être après sur les autres préconisations, parce que le rapport, évidemment, formule quelques préconisations. Sur ce côté humain, justement, je me tourne vers vous, Christelle Cerisier-Philippe. Alors vous êtes maire adjointe à Deauville, mais vous avez aussi une casquette en santé, vous allez pouvoir nous dire ça. Et alors nous, quand on a préparé un petit peu cette table ronde, vous m'avez dit, je vous cite, les territoires sont producteurs d'innovation, il faut trouver de la valeur à ce qui est immatériel, le social en fait partie, il faut savoir l'estimer pour le valoriser. Alors justement sur ce côté humain, quand j'ai parlé d'investissement social tout à l'heure, j'ai vu que voilà, des têtes étaient un peu... Quand on parle d'investissement, et précisément par exemple dans le champ de la santé, comme vous pouvez l'illustrer, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on fait là aussi pour donner à voir cet immatériel et la valeur ajoutée de cet aspect immatériel ? Alors bonjour à tous. Donc effectivement, je suis adjointe au maire à Deauville, mais aussi élue communautaire et en charge d'un contrat local de santé. Et par ailleurs, je suis aussi vice-présidente du CTS, donc le comité territorial de santé du Calvados. Ce qui fait que, et vice-présidente de mon CCS de Deauville. Donc en fait, j'ai la chance d'avoir une vue d'ensemble, une vue globale de ce que peut être la santé en général, mais en plus, j'ai une formation de soignante et de prévention et de promotion de la santé. Donc l'idée est de se dire que le social, pour moi, est un déterminant de santé. Et donc, quand vous avez un axe social dans votre contrat local de santé, vous avez des actions qui agissent sur la santé. Et donc, en fait, quand une commune investit, pour moi, une certaine somme d'argent dans le social, si on a une bonne stratégie d'action, on peut se dire qu'on a un retour d'investissement par rapport à notre diagnostic de santé, qui, pour nous, il y a 3 ans, était diagnostiqué comme prioritaire en Normandie. Et aujourd'hui, après 3 ans de contrat local de santé, quand on évalue les indicateurs de santé qui mettaient à mal notre territoire, aujourd'hui, on voit déjà que ces indicateurs ont bougé. Et pour moi, c'est une production de santé. Et donc, pour la CPAM, l'assurance maladie, c'est une diminution de dépenses. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, vous parlez bien d'investir, en tout cas dans ce champ, et on voit d'ailleurs que les communes s'investissent pour le coup de plus en plus dans ce champ de la santé, là où on ne les attendait pas forcément il y a quelques années, mais voilà, c'est un sujet sur lequel elles vont parmi d'autres, et sous réserve qu'on produise les indicateurs aussi, qui permettent d'évaluer, parce que dès lors qu'on parle d'investissement, il faut aussi être en capacité de donner à voir et de rendre objectif, effectivement. Donc en fait, quand on écrit un contrat local de santé, alors peut-être que certains d'entre vous en avaient un, vous choisissez des indicateurs à évaluer au bout d'un certain laps de temps. Le premier contrat, c'est 3 ans.
Et ensuite, c'est tous les 5 ans. Et sur notre territoire, en tout cas, j'avais croisé l'ABS de la ville de Deauville. L'analyse des besoins sociaux, oui. Voilà, l'analyse des besoins sociaux de la ville, avec un diagnostic de santé de la communauté de communes. Et j'avais aussi la chance d'adhérer à l'UDCAS du Calvados, qui formait les élus en début de mandat, parce que je n'avais jamais été élue, donc je ne connaissais pas du tout mes missions. Et donc, dans le cadre de l'UDCAS, on a su aussi, avec tous les CCAS de la communauté de communes, s'unir les contacts humains des élus qui ne se connaissent pas. À l'occasion de ces rencontres à l'UDCAS, on a pu se souder et travailler ensemble sur les actions du contrat local de santé de notre communauté de communes pour agir sur les indicateurs qui mettaient à mal notre territoire. Par exemple, pour vous donner un cas concret, d'abord on a un territoire très âgé où l'indice de vieillissement est à 263. C'est très âgé. On s'était rendu compte que notre population vieillissait à un âge élevé, mais en mauvaise santé. Et on s'est dit qu'on avait des atouts sur le territoire concernant les infrastructures sportives. Donc on a mis en place une action sportive, c'est-à-dire du sport, d'une activité physique adaptée pour les personnes âgées, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune offre et que surtout elle était chère et inaccessible à tous. Simplement, tous les CCAS ont développé une offre avec le département et la conférence des financeurs dans chacun de leurs CCAS pour que les personnes vieillissantes viennent faire du sport santé. D'accord, donc effectivement, partir d'un diagnostic du territoire, travailler de concert avec d'autres CCAS. Alors ça me permet de faire le lien avec toi, Mathilde, donc maire adjointe d'Amiens, en charge du pacte pour le bien vivre, donc tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. D'autant que quand tu parles d'échanges entre les CCAS, tu es aussi présidente de l'union départementale des CCAS de la Somme. Donc voilà, ça parle aussi à l'adjointe et à l'élu que tu es. Mais donc pour en revenir à Amiens, le cas particulier d'Amiens, être en charge du pacte pour le bien vivre à Amiens, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui, alors tout d'abord, bonjour à tous et merci pour m'avoir invité pour cette table ronde. C'est avec plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que cette démarche? Donc, en fait, nous avons eu l'idée en début de mandat de faire une consultation citoyenne et de demander aux habitants quelles étaient leurs attentes. Donc, ça, par différents moyens, nous avons récupéré plus de 500 demandes, plus de 500 besoins exprimés. Et nous avons élaboré un document cadre que je vous ai amené qui s'appelle le Pacte pour le bien vivre à Amiens, qui est notre feuille de route sociale pluriannuelle jusqu'à la fin du mandat, mais qui est surtout une feuille de route transversale. Alors pourquoi est-elle transversale? Parce que la population a exprimé des besoins dans différents domaines. Et les 76 actions, vous pouvez le regarder, il n'y a pas de souci, les 76 actions recoupent des domaines qui relèvent aussi bien du logement que de la garde d'enfants, que de l'espace urbain, que du bien vieillir, que de l'alimentation, etc., que également dans le domaine de la santé. Donc on parle bien d'irriguer l'ensemble, quelque part, des politiques municipales et pas uniquement d'avoir une entrée stricto sensu sur le social. Exactement. Donc l'idée, c'était de voir comment, à partir des besoins exprimés, nous pouvions mettre en œuvre des réponses, lesquelles sont à la fois mises en œuvre soit par des homologues, des maires adjoints, soit par des vice-présidents à la métropole en fonction des compétences, puisque Amiens fait aussi partie de la métropole. Donc pour tout vous dire, Amiens, c'est une ville de 135 000 habitants, mais qui a quand même 38 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté. Et nous avons aujourd'hui plus de 8 500 bénéficiaires du RSA. Donc c'est assez contrasté en termes de population. Et on a aussi plus de 10 000 personnes seniors qui ont plus de 75 ans. Et alors justement, comment est-ce parce qu'on parlait au tout début d'approche collective, parce qu'on est sur une action publique et une approche individualisée, comment est-ce qu'on arrive à concilier ça quand on est en charge du bien vieillir à Amiens, quand on est au RSA, quand on est femme seule avec enfant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et si on essaie d'avoir une approche un peu large en termes de politique publique? Alors si on essaie d'avoir une approche un peu large, je rejoins ce qui a pu être dit par mes deux prédécesseurs, c'est-à-dire que tout seul, on ne fait pas grand-chose.
D'abord, nous, au sein de la collectivité CCS, on travaille avec l'ensemble des services de la ville et de la métropole, mais surtout, on travaille aussi avec l'ensemble des acteurs externes, institutionnels et partenariaux. Donc, on peut aussi bien travailler avec des organismes de protection sociale, notamment dans le cadre de l'ouverture de droits et des démarches d'aller vers qu'on peut faire conjointement, mais aussi avec un acteur important pour tout ce qui concerne le vieillissement, qui est le conseil départemental, la caisse d'allocation familiale pour tout ce qui relève de la petite enfance, notamment quand on est une maman et qu'on doit avoir un mode de garde, surtout si on veut être en insertion. Et puis, côté bien vieillir, on a également signé, notamment avec l'Union départementale des CCS de la Somme, une convention avec la CARSAT. Donc, on travaille en lien étroit avec aussi, par exemple, des fournisseurs d'énergie pour pouvoir mettre en œuvre des solutions, qu'elles soient de droit commun ou complémentaires qu'on a pu élaborer localement. Et nous avons eu la chance d'avoir un soutien assez important de l'État par le pacte des solidarités, puisqu'on a obtenu un financement pluriannuel qui est de près de 400 000 € par an, qui nous permet de mettre en œuvre différentes actions, qu'elles portent sur le domaine de la monoparentalité ou de l'insertion ou autre. D'accord, et donc là on voit très bien cette dimension partenariale qui est absolument essentielle à l'échelle d'Amiens. Mathieu, je me permets de revenir vers toi. On a commencé par ces partenariats avec l'État, les caisses de sécurité sociale, le conseil départemental dont on sait malgré tout qu'il est lui-même en grande difficulté. Est-ce que ce sont autant de partenaires qui ont été répertoriés par l'enquête sur toutes ces initiatives qui ont été prises? Alors, je ne suis pas sûr que Amiens ait fait partie du panel, mais est-ce qu'on a fait le tour de l'ensemble des partenaires, ou est-ce qu'il y a des partenaires un peu ceux qu'on ne trouve pas habituellement? C'est-à-dire que là, effectivement, on a cité les principaux, mais dans toutes les initiatives qui sont portées localement, et notamment dans le cadre de celles que vous avez identifiées, est-ce qu'il y a d'autres? On parlait un peu des fournisseurs d'énergie. Est-ce que, si on ouvre un peu le spectre, et notamment demain, puisque les communes seules, évidemment, ne peuvent pas y aller, tu le disais, il y a d'autres échelons qui interviennent, mais potentiellement aussi d'autres partenaires différents un peu de ceux qu'ont cités Mathilde, où là, on est vraiment dans le cœur du réacteur et c'est difficile d'aller au-delà. Il y a quelque chose qui est frappant quand on sort, même d'ailleurs ça vaut pour les espaces urbains, mais qui est d'autant plus visible quand on est plutôt dans les mondes ruraux, c'est la puissance du réseau associatif. Énormément de communes de petite et de moyenne taille, en fait, délèguent, confient ou s'en remettent aux associations, qu'elles soient professionnelles ou de bénévoles, pour un très large spectre d'actions sociales ou médico-sociales. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort, jusqu'à avoir des associations très ancrées, très enracinées, très puissantes, et qui font presque un contrepoids en fait à la puissance publique, en tout cas dans des négociations qui sont, et là je porte pas de jugement, qui sont du coup parfois presque déséquilibrées, tant l'association en fait a tissé des réseaux à l'échelle d'un département ou d'une région, et que chaque commune vient négocier presque avec l'association en question, qu'elle puisse intervenir chez elle. Et puis il y a un deuxième élément, mais que vous avez cité, qui me semble être essentiel, c'est les habitants. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup été interpellé. La place accordée aux habitantes et aux habitants en tant que partenaires, pas juste en tant qu'administrés du territoire, mais en tant que partenaires. Et là, vous l'avez expérimenté, vous aussi j'imagine, ça ne s'improvise pas. Combien de retours on a eu de maires ou d'élus qui nous ont dit on a tenté comme ça un peu spontanément, les gens ne sont pas venus, ou les gens étaient en colère, ou il y avait toujours les mêmes. Les trois trucs qu'on entend toujours, il n'y a personne, les gens en colère, toujours les mêmes. Et donc ça nécessite des savoir-faire, des compétences pour les élus, pour les agents. Et typiquement, nous, on a recommandé dans le rapport dont tu parlais que le CNFPT pousse cette dimension d'ingénierie, de la participation, du partenariat avec les habitants, et que quand le CNFPT fait des formations in situ, des formations qu'ils appellent intra, c'est-à-dire sur mesure pour chaque collectivité, les élus puissent y être aussi, puisque le CNFPT, c'est des agents avant tout. Mais quand ils fabriquent des formations spécifiques pour chaque collectivité, des élus peuvent y assister. Et là, déployer des formations sur l'ingénierie de la participation à l'échelle des communes avec les élus, ça nous paraissait être une mesure essentielle dans ce que tu décris de développement des partenariats. D'accord, donc effectivement, les associations et les habitants. Christelle, je me tourne vers vous, justement. Est-ce que, et notamment sur le champ de la santé, où on est quand même sur une approche assez intime aussi, est-ce que les habitants ont
joué un rôle dans vos échanges aussi avec d'autres partenaires, je pense les structures associatives, comme les citait Mathieu. Est-ce qu'ils sont justement dans le paysage ou pas vraiment? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'ils le soient davantage ou pas? Alors, pour tout vous dire, les associations, pour nous, pour moi, ont été un pilier très important dans tout ce qui était prévention. C'est-à-dire que dans le contrat local de santé, on avait cet axe sportif dont je vous ai parlé tout à l'heure, et avec aussi la naissance d'une maison sport santé, où là, on a pu faire des partenariats avec la CPAM pour rebondir sur les institutions, notamment pour le remboursement du sport sur ordonnance, pour diminuer notre consommation de psychotropes, parce qu'on avait un indicateur de consommation de psychotropes élevé. Mais cependant, toutes les actions de promotion de la santé, pour le dépistage, pour les marches contre le tabac, pour les addictions, on a demandé à toutes nos associations du territoire, toutes celles en tout cas qui avaient des objectifs de santé, de se manifester au moment d'Octobre Rose. Donc on a les Lions, les Rotariens, les Sœurs Optimistes Internationales, les associations Cœur Santé. Toutes ces associations se mobilisent pour faire de la promotion sur de la prévention secondaire, le dépistage par exemple. Et on arrive à les mobiliser dans la durée parce que justement, Oui. ça prend du temps, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, il y a une question de temporalité qui est absolument essentielle, dès lors qu'on est sur ces logiques d'investissement. Alors, ce qui était fabuleux, c'est que chacun, en fait, en France, je suis d'origine belge, donc je peux me permettre de comparer. En France, tout le monde travaille de manière cloisonnée. Et c'est un peu... C'est un peu le syndrome franco-français, on a l'impression. C'est un peu ce qu'on remarque dans le millefeuille de la solidarité. Et c'est un peu, moi, ce qui m'embête, c'est qu'il manque de transversalité. Quand on a organisé ces réunions avec la communauté de communes et toutes ces associations qu'on voyait depuis très longtemps faire des manifestations chacun dans son coin, on leur a demandé de travailler en partenariat avec le contrat local de santé. Et donc, on a pu organiser, coordonner et leur donner des outils de l'ingénierie pour organiser les réunions parce que, bien sûr, ils ont tous un certain âge, ils sont un petit peu en rupture numérique. Et donc, on les a accompagnés dans leurs actions et ça... La mayonnaise a bien pris, je peux le dire. Ça a produit des effets, d'accord. Voilà. Vous avez cité un mot clé il y a quelques instants, le mot prévention. Alors là, je me tourne vers toi, Mathilde, parce que vous avez mis en place beaucoup d'actions. Tu es là depuis le début du mandat. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est adjoint aux solidarités, on n'a pas l'impression de courir un peu, alors après les moyens, après le temps, etc., et donc d'être toujours dans une approche un peu curative, comme on dit? Comment est-ce qu'on arrive à trouver de la place pour la prévention, pour justement s'installer sur ce temps long, et y compris d'ailleurs avec des actions qui, quelque part, vont produire des effets une fois que tu seras parti, ou si jamais tu restes, mais voilà. Sur ces logiques de prévention, comment est-ce qu'on fait pour trouver encore de la place pour les mettre en œuvre, justement? Alors, la logique de prévention, elle repose effectivement sur un temps long pour lequel il est un peu ambitieux d'attendre des résultats tout de suite. Donc, je pense que le mieux, c'est d'essayer de voir pour les mettre en œuvre en espérant qu'ensuite, comme vous l'avez dit dans votre contrat local de santé, ça porte ses fruits. Il ne faut pas être trop ambitieux. Effectivement, il y a plusieurs lièvres à courir à la fois quand on est élu local, et notamment avec l'actualité qu'on peut voir qui est très très riche, et voire même des mesures réglementaires qui s'empilent dans le millefeuille. Cependant, ce qui est intéressant, je pense, c'est dès le début de l'action qui est bâtie, c'est de pouvoir en envisager les indicateurs pour en mesurer les résultats. Donc on revient bien sur la question des indicateurs, vraiment essentiels, avec une culture des indicateurs qui n'est pas forcément aussi évidente que cela dans le champ social, malgré tout. Tout à fait, et donc du coup de la formation à comment on bâtit une politique publique et comment on l'évalue. Et le mieux, effectivement, je pense modestement, c'est effectivement de pouvoir avoir pris en compte les besoins de nos administrés, s'appuyer sur l'analyse des besoins sociaux que chaque CCS a l'obligation réglementaire de faire, et de nourrir tout ça aussi avec l'ensemble du réseau des partenaires que l'on peut avoir, parce qu'on vient effectivement de citer un acteur incontournable, sans lequel aujourd'hui, je pense, rien ne pourrait se faire, c'est celui du tissu associatif. Puisqu'on sait bien qu'on est encore en manque de bénévoles parfois dans certains domaines. Là, j'entendais, pour toutes les opérations qui vont avoir lieu de collecte alimentaire, qu'il y avait une recherche de plus de 300 bénévoles dans une association pour couvrir tout le département. Et donc, c'est important, je pense, qu'on puisse avoir l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient institutionnelles, associatives
ou au niveau d'une collectivité pour d'abord établir le diagnostic, définir l'action, définir les modalités d'évaluation et voir comment on la met en œuvre. Mais ça veut dire aussi faire preuve de souplesse et Oui. forme d'adaptabilité, parce qu'on est aussi confronté à différents aléas. Les choses ne sont pas forcément tout à fait comme on les avait imaginées au départ, même si on a une feuille de route, ce qui est absolument essentiel. Il faut avoir aussi cette souplesse-là, j'imagine. Tout à et fait. Le CCS, a priori, le permet. Bien sûr. Je pense que la richesse, c'est mon deuxième mandat en ce qui me concerne. J'étais adjointe à l'éducation, la petite enfance et la restauration scolaire dans le précédent mandat. Cette fois, j'ai les solidarités et le CCAS. Et je trouve que la richesse de l'action sociale, c'est justement son côté un petit peu, je vais le qualifier de malléable et d'adaptable par rapport aux réalités de terrain. Et en effet, c'est pas parce qu'on a écrit une feuille de route en 2020-2021 qui jalonne dans le temps ce que l'on peut faire sur différentes thématiques qu'il faille pour autant ne pas prendre en compte des réalités qui apparaissent. Je vais vous citer un exemple. Au-delà de cette feuille de route, on a été amené à bâtir un plan pour le pouvoir d'achat qu'on a commencé à réfléchir en fin 2023, qu'on a commencé à déployer en 2024, parce que forcément, avec l'inflation qui était élevée, la crise en Ukraine, etc., et avec la problématique que je vous ai évoquée au tout début de part de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, on a essayé d'imaginer 12 mesures qu'on a déclinées dans différents domaines, là aussi en lien avec notamment les associations, un fort appui sur les centres sociaux, je dois le dire aussi, et les associations d'aide alimentaire, mais pas que, pour essayer de trouver des réponses, et également un acteur incontournable comme le conseil départemental, avec lequel, je vous cite un exemple, toujours dans le domaine de la santé, on a mis en place une mutuelle communale sur adhésion volontaire. Donc nous, on ne prend pas en charge la cotisation, qu'on ne se méprenne pas. On oriente d'abord vers les dispositifs de droit commun. Par contre, on a défini avec le conseil départemental un cahier des charges pour permettre aux personnes de savoir plutôt quel panier de biens il valait mieux prendre. Et suite à un appel à manifestation d'intérêt, il y a une mutuelle solidaire qui a été retenue. Donc on voit effectivement le sujet des mutuelles dites communales, parce qu'en réalité on devrait plutôt parler des mutuelles territoriales, puisque des départements, des régions aussi proposent ce dispositif qui a effectivement le vent en poupe. Je vois qu'il nous reste quelques minutes. On va refaire un tour peut-être sur les... Oui Mathieu, tu peux garder le micro. On est dans une période un peu particulière, fin de mandat, début de mandat. C'est un peu la particularité de cette édition 2025 là, du congrès des maires. Si on devait donner un conseil, alors peut-être à l'appui des recommandations du rapport, mais aux prochains élus, en disant, en un mot, ça vaut le coup de s'investir, parce qu'on sait que c'est un mandat quand même qui demande beaucoup d'investissement sur le plan personnel, je vois qui sourit, et pourquoi ça vaut le coup d'investir dans le social. On parle souvent de coûts évités, de l'importance de la prévention. Si tu devais retenir une ou deux préconisations du rapport pour encourager peut-être ou susciter des vocations, si jamais elles venaient à manquer pour le prochain mandat, ce serait quoi ? Ce serait de la jouer collective. En fait, le social, il est là. Si vous n'allez pas à lui, c'est lui qui vient à vous. De toute façon, s'il n'y a pas de projet partagé, collectif, il va se glisser, il va se mettre dans les interstices. Je donne juste un exemple qui nous a frappé dans cette mission l'année dernière. C'était dans une communauté de communes du département du Gard qui avait mis en place un CIAS, un centre intercommunal d'action sociale, mais qui n'avait pas réussi à définir finalement un projet, une vision qui allait avec. Et finalement, ce CIAS, c'était devenu un numéro de téléphone. C'était devenu le 06 de l'élu au social. Le CIAS, la blague, c'était le CIAS, c'est Allô Émilie. Mais véridique, hein. Ça veut dire que une seule personne portait sur les épaules chaque situation qui remontait sur son 06. Et donc, en fait, là, le social s'était immiscé, s'était glissé un peu partout jusqu'à reposer sur ses épaules à elle. Donc, alors que ça peut être un objet de coopération absolument formidable. Et donc voilà, la jouet collectif, je pense que c'est une des leçons qu'on tire de ce rapport. Donc le jouet collectif pour Mathieu. Christelle Sordier-Philippe, en une minute. Eh bien écoutez, moi j'ai l'exemple sur notre territoire. Quand je suis arrivée, toutes les associations Restos du Cœur, Croix-Rouge, CCAS, l'association de services à domicile étaient éparpillées dans la ville. On avait décidé de les remettre dans un seul lieu. Ce lieu devait faire 350 mètres carrés. Aujourd'hui, il va en faire plus de 1000 mètres carrés parce qu'on va aussi avoir des bureaux à partager avec tous les services qui sont éloignés du territoire. Et en même temps, on va y faire des activités coordonnées avec des échanges partagés
et des diagnostics et aussi des données personnelles partagées. Donc Voilà. des logiques de mutualisation. Voilà. peut-être. Et donc, je m'épanouis dans cette mission du social parce que non seulement je découvre plein de choses, et en plus, je peux agir en santé, produire de la santé, ce qui est à l'origine de ma formation. Et donc ça, je m'éclate. Avec d'autres, donc. Mathilde, un dernier mot peut-être pour encourager ou voilà, pour inciter tes camarades à y aller? Je dirais que quand on est élu local, je pense que ce qui nous motive à la base pour le devenir, et si on a la chance de le devenir, ce que je souhaite à beaucoup de gens, c'est de pouvoir d'être au service de la population. Donc en cela, je pense qu'on est complémentaire des services publics, par exemple, ou des institutions qui peuvent exister. Et en plus, c'est d'autant plus intéressant que c'est avec nos voisins, voire même nos amis, les membres de notre famille qui peuvent être concernés. Donc on agit concrètement au quotidien et on peut, en fin de mandat, en mesurer normalement les résultats par les évaluations qui peuvent avoir lieu. On a fait ou on n'a pas fait, comme vous disiez, on a amélioré une mortalité, on a fait aller vers de l'activité physique adaptée X personnes. Donc, normalement, c'est mesurable. Merci infiniment à tous les trois. On arrive à la fin de notre débat. Alors Mathieu, juste un petit mot pour faire la publicité pour le colloque, effectivement, que le ministère organise le 4 décembre, donc au ministère des Affaires sociales à Paris, sur l'action sociale des communes et des intercommunalités, en partenariat avec l'Union des CCAS, avec l'AMF aussi. Donc voilà, si certaines ou certains d'entre vous, c'est ouvert, c'est convivial, c'est le 4 décembre à Paris. Le message est passé. Merci beaucoup, merci à tous.